Donc mémoire et numérique, depuis très longtemps, les savants, certains savants, ont peur que les nouvelles technologies rendent les gens idiots. Vous devez savoir que parmi nos grands philosophes grecs, il y en avait certains qui pensaient que l'écriture ferait perdre la mémoire aux enfants parce que si on peut trouver les choses dans les livres, alors on ne va pas faire les efforts pour les apprendre. Et ça vient du fait vraisemblablement que ces savants, pour apprendre tout ce qu'ils ont dû apprendre, ont fait beaucoup d'efforts. Et donc il y a une association dans leur tête entre l'effort pour apprendre et le savoir, et que donc si l'on enlève ces efforts, il ne peut pas y avoir d'apprentissage. Alors pour l'écriture, on a l'impression qu'ils n'avaient pas raison. Je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'écriture a empêché les êtres humains d'être intelligents ou de savoir des choses. Et la question se pose aujourd'hui, c'est vrai, à propos du numérique, Google, Wikipédia, et même les calculatrices programmables en maths et tout ça. S'il suffit de taper sur Wikipédia quelque chose pour avoir la réponse, alors on ne va plus faire d'efforts et donc on ne va plus apprendre et ça va être la fin de l'humanité savante, sachante. Bon, alors c'est un vrai sujet. Néanmoins, quand même, je suis sûr que, en tout cas, moi personnellement, je suis un peu sceptique par rapport à ça, parce que vous, je crois que beaucoup d'entre vous, être enseignants, vous avez dû remarquer quand même que c'est pas parce que on a des informations qui arrivent comme ça qu'elles rentrent vraiment dans la tête. Il y a une différence entre mémoriser les choses et se les approprier. Et d'ailleurs, on sait bien, il y a le mot qu'on appelle le singe savant, c'est-à-dire des gens qui savent plein de choses, qui répondent à des questions, et donc, comme un peu Google ou tout ça, on pose une question, l'information arrive, et puis on peut la retransmettre. D'accord, mais c'est pas ça qu'on attend d'un être humain, on n'attend pas qu'il ressorte des informations, on attend quelque chose d'autre, on attend que le savoir fasse partie de lui vraiment. Alors, là, à ce stade, qu'est-ce que ça veut dire que le savoir fasse vraiment partie de nous ? Comme si, quelque part, le savoir, on pouvait l'avoir stocké en mémoire, d'ailleurs un peu comme un ordinateur. Mais c'est pas ça un être humain. Un être humain qui sait, c'est pas comme un ordinateur qui a stocké en mémoire tout un tas de trucs. Un être humain qui sait, le savoir est à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un savoir à l'intérieur de soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un savoir que l'on sait approprier? Alors j'ai regardé un petit peu du côté des sciences cognitives. Vous savez qu'il y a plein de sortes de mémoires différentes. Mémoire de travail, mémoire à long terme, mémoire sémantique, etc. Qui, à vrai dire, ne me parle pas beaucoup. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression, quand je sais quelque chose et que j'ai l'impression que je me le suis approprié, je n'ai pas l'impression que c'est dans ma mémoire à long terme, ou j'ai l'impression que ça m'habite, quoi. Et j'ai trouvé des travaux réalisés à la fin des années 70, au début des années 80, par ce qu'on appelle des cognitivistes, qui, je trouve, nous permettent de toucher du doigt ce que ça veut dire que de s'approprier quelque chose, et qui permettent de penser quel rapport il pourrait y avoir, du coup, entre le numérique et la mémoire. Alors, c'est ce que je vous propose de voir pendant les 20 minutes qui restent. Bon, alors, on va partir de ce que c'est qu'un cerveau, hein. Alors, naturellement, c'est modélisé, c'est des physiciens qui ont fait ça. C'était à une époque où il n'y avait pas que les biologistes qui s'occupaient du fonctionnement du cerveau, il y avait aussi les physiciens. Donc, les physiciens, quand ils commencent à aborder un problème, ils le simplifient. C'est pas moi, je promets. C'est pas nous. Ils le simplifient à l'extrême pour pouvoir, après, le complexifier. Donc, voilà ce qui ressemble à un cerveau. Vous savez, il y a des neurones, et les neurones, ils sont activés, désactivés. Donc là, ce sont des neurones, ils valent plus ou moins 1 selon qu'ils sont activés ou désactivés. Et vous savez que les neurones interagissent les uns avec les autres. Quand vous avez beaucoup de neurones activés qui sont en communication avec un neurone d'aval, eh bien ce neurone d'aval s'active. C'est comme ça que, pour le dire de façon très rustique, c'est comme ça qu'un cerveau fonctionne. Donc voilà comment un cerveau fonctionne. Vous avez un cerveau de 6 neurones. Mais
Un cerveau de 6 neurones, donc ce sont des cellules qui valent plus ou moins 1, qui sont en interaction les unes avec les autres. Et donc d'ailleurs, la métaphore est assez plaisante. Un cerveau comme ça ressemble à un nuage de particules qui scintille, qui s'éclaire, et puis ce scintillement évolue dans le temps. Et les physiciens qui aiment bien les propriétés des systèmes dynamiques se sont demandé, mais finalement, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le cerveau va osciller comme ça, sans arrêt, à scintiller, ou est-ce que ça va se caler et tout d'un coup, il va se fixer sur un certain état? Eh bien, comme il y a des mathématiques derrière tout ça, en fait, ils ont montré d'abord, c'est une très jolie métaphore, que l'on pouvait définir ce que c'était que l'énergie d'un cerveau. Je vous mets la relation ici. Bon, c'est pour ceux qui sont un peu physiciens, ils voient que derrière, on devine ce que c'est qu'une énergie. Hein. Alors, vous savez, le mot énergie est un mot compliqué, qui a plein de sens. Hein. C'est assez homogène, une énergie physique. Et ils ont montré, avec une démonstration assez simple, que l'énergie du système, du cerveau, ne pouvait que décroître au cours du temps. Et donc, ça a une conséquence, c'est que comme l'énergie du cerveau ne peut pas être infiniment petite, infiniment négative, et bien à un moment donné, le cerveau se fixe. Et donc, en fait, voilà comment fonctionne un cerveau de 6 neurones. Donc, des neurones sont éteints, allumés, et puis voilà, ils changent d'activation progressivement au cours du temps. L'énergie décroît, elle décroît, et puis à un moment donné, l'énergie est stable et le cerveau se fixe dans un état. Alors, j'ai marqué état mental, puisque quelque part, c'est un système de configuration du cerveau, et donc nous, en tant qu'êtres humains de l'intérieur, sujet pensant, on est dans un état mental particulier qui est stable. Et cet état mental est stable, donc voilà. Alors, ok, comment aller plus loin? Alors là, on va faire un effort d'abstraction, parce que les physiciens sont des gens de l'abstraction. Je vais faire des propositions. Première proposition, je vais dire que les états mentaux que j'ai montrés tout à l'heure, en fait, un état mental, là tout à l'heure on avait 6 neurones, donc c'est une combinaison de ces 6 neurones, selon qu'ils sont activés ou pas activés. Chacun de ces états mentaux va être un point dans l'espace. Deuxième proposition, 2 états mentaux seront proches l'un de l'autre dans l'espace et seront reliés si un seul des neurones est dans un état différent, dans l'un état mental et dans l'autre. Troisième proposition, ce point dans l'espace, qui est un état mental, eh bien, il est d'autant plus bas que le niveau énergétique de l'état mental correspondant est faible. Bon, c'est une proposition. Du coup, à quoi ressemble, je peux représenter comme ça, l'ensemble des états mentaux de mon cerveau. Alors, avec 6 neurones, vous avez 2 puissance 6 états mentaux possibles, ça fait 64. Donc, je vais avoir 64 points dans l'espace. 64 points dans l'espace qui sont reliés les uns les autres, suivant que ces états mentaux ne diffèrent que par l'état d'activation d'un seul neurone, et qui sont plus ou moins hauts dans l'espace en fonction de leur niveau énergétique. Bon, alors, le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire tout ça en pratique? En pratique, ça veut dire, je pars d'un état mental donné, c'est-à-dire, je rentre dans cette pièce. Et je vois Cathy Jousselme qui est assise là. Donc je rentre dans cette pièce, je suis dans cet état mental qui est en haut. Qu'est-ce qui se passe d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure? Mon cerveau va forcément diminuer d'énergie. Et donc, voilà, petit à petit, mon cerveau évolue. Hein, d'ailleurs, quand vous êtes rentré dans la salle et que vous avez vu cette belle salle, vous avez dit, oh tiens, il vous a fallu un certain temps pour réaliser où vous êtes, pour vous rendre compte que ça fait un peu 19e siècle, etc. Ça fait penser à une académie, et puis, etc. Donc, le cerveau erre comme ça pendant un certain temps, de la même façon. Et puis, à un moment donné, ben, le niveau énergétique, il est tellement... C'est un minimum, hein, je ne peux plus aller plus bas. Le cerveau arrive dans un état stable, et c'est à ce moment-là que j'ai reconnu Catherine Jousselme, que je connais. C'est-à-dire, donc, je suis rentré... Je vois cet amphithéâtre, mon cerveau se calibre petit à petit, et puis erre, et puis je vois un visage, etc. Et puis, ah mais oui, bien sûr, et à ce moment-là, le Eureka, oui, je vois, je reconnais, je suis stabilisé hein, dans mon fonctionnement psychique, je reconnais, je suis dans on appelle ça un attracteur, dans une situation énergétique minimale.
Alors d'ailleurs, on pourrait prendre, vous savez, dans la vie de tous les jours, quand vous êtes en face de votre porte, quand vous rentrez chez vous et que vous cherchez votre clé pour ouvrir la porte, eh bien, il est possible, il arrive, de la même façon, il arrive que finalement votre clé n'est pas dans votre poche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, où est ma clé? Là, un ordinateur, si on revient au numérique, où est la clé? L'ordinateur, on va dire, la clé, l'emplacement où est la clé est stocké dans la mémoire numéro 23, si c'était une calculatrice, ou à l'adressage du numéro, alors en hexadécimal, dans l'ordinateur. Mais notre cerveau, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne quand on cherche notre clé dans notre poche. On ne cherche pas l'adressage, l'endroit où est la clé. On se dit, zut, qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? Et là, vous refaites votre... Mais j'étais où alors? Dans ma voiture, peut-être qu'en sortant ma sacoche, elle dit non, pourtant je ne crois pas, et alors avant, etc. J'étais à mon bureau, j'ai laissé mon portefeuille sur mon bureau, je suis parti, elle est sur mon bureau. Elle est sur mon bureau, et c'est ça qui se passe de la même façon. Je cherche ma clé, je me demande où elle est, et à un moment donné, je sais où elle est. Alors je crois savoir, parce que peut-être qu'elle n'est pas là. Peut-être qu'elle n'est pas là, mais mentalement, j'ai trouvé l'endroit où elle était. En tout cas, moi, psychiquement, c'est dans cet état que je suis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? D'abord, vous me direz, là, il y a un attracteur, mais cet attracteur, ça correspond à quoi, ce minimum énergétique? C'est là qu'on va retrouver la mémoire, c'est qu'en fait, chaque fois que vous avez une perception de quelque chose, cette perception laisse une empreinte dans le relief énergétique de vos états mentaux. Vous rencontrez quelqu'un, c'est un visage, ce visage laisse une empreinte de lui dans le réseau énergétique. Et plus vous voyez le visage, plus l'empreinte est profonde. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on se souvient d'autant mieux des choses que l'on a vues souvent. Vous le voyez ici, si vous avez un attracteur très profond, vous avez beaucoup de chances de tomber dedans. Vous avez d'autant plus de chances de tomber dans l'attracteur que vous y avez été confronté souvent. Et vous avez comme ça un va-et-vient entre les perceptions et la mémoire. Bien sûr que les perceptions fabriquent notre mémoire, notre mémoire est constituée de ce que nous percevons, donc c'est ces empreintes, mais réciproquement, et c'est une phrase de Bergson que j'aime beaucoup, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est un nouveau visage, immédiatement derrière ce visage, vous avez l'impression de tous les visages qui lui ressemblent, qui émergent dans votre psychisme. Ah, il me fait penser à quelqu'un, etc. Devant un tableau, vous avez... En fait, ce n'est pas juste un spectacle visuel, c'est une remémoration de tous vos souvenirs. Pourquoi? Parce qu'en face de ce nouveau visage, vous êtes tombé dans un attracteur qui correspond à vos souvenirs qui sont les plus proches de ce visage, de ce nouveau visage que vous voyez. Et ce nouveau visage, en réponse, lui, va laisser une empreinte, son empreinte dans cet attracteur. Donc vous voyez qu'en fait, chez l'être humain, alors bien sûr tout ça c'est un modèle, ce n'est pas un discours de vérité, c'est un modèle. Mais c'est un modèle de mémoire qui montre qu'en réalité la mémoire de l'être humain, c'est lui, quoi. C'est-à-dire, nous sommes constitués finalement de l'ensemble, nous sommes la résultante de l'ensemble des perceptions qui se sont sommées au cours de notre existence. C'est ça qui nous construit, plus de la génétique qui a fait qu'on ne part pas de rien, naturellement. Nous sommes la résultante de toutes nos perceptions, et donc finalement, nous sommes un relief énergétique d'attracteurs, et nous sommes notre mémoire. Alors bien entendu, on n'a pas que 6 neurones, on n'a pas que 2 puissance 6 états mentaux possibles. Alors, juste un petit passage quand même de psychologie du développement. Comment ça se passe? Ça correspond à ce que je venais de vous dire. C'est-à-dire que là, vous avez un tout petit réseau d'attracteurs, ça doit être un embryon de 8 semaines, quelque chose comme ça. Et puis ça, c'est la génétique, c'est-à-dire effectivement, le réseau d'attracteurs d'un être humain, il est préfabriqué. On sait par exemple qu'un bébé a 1 heure de vie, il sait ce que c'est qu'un regard. Il est préprogrammé pour lire un regard. On sait qu'un bébé a 1 heure de vie, il sait qu'un 1 plus 1, ça ne fait pas 3, et 1 plus 1, ça ne fait pas 1. Les expériences sont remarquables, parce que vous imaginez comment on a fait l'expérience pour savoir ça. Mais c'est remarquable. C'est remarquable. Donc ça, effectivement, la génétique a un peu préprogrammé notre réseau d'attracteurs,
Mais c'est l'expérience, naturellement, hein, qui va laisser plein d'empreintes partout. Parfois même, c'est un traumatisme et ça fait un énorme attracteur, une espèce de ravin dans lequel on tombe, on ne peut plus sortir. Ça s'appelle un syndrome de stress post-traumatique, hein, vous savez, sans arrêt ça revient, Alors, bien entendu, donc, comme je le disais, on n'a pas seulement 64 points dans notre réseau d'attracteurs. Notre réseau d'attracteurs, il est extraordinairement compliqué. Il a des formes qu'on ne peut même pas imaginer. Figurez-vous qu'il est même tellement compliqué hein, qu'il y a plus de points dans notre réseau d'attracteurs qu'il y a de particules dans tout l'univers. Ce qui veut dire qu'en fait, nous, êtres humains, nous n'expérimenterons jamais l'ensemble des états mentaux que l'on pourrait expérimenter. Donc il y a des choses en nous auxquelles on n'aura jamais accès, ce qui est assez vertigineux. Et d'ailleurs, il y a certains pans auxquels on n'a pas accès en général et auxquels on a accès dans des états particuliers. Par exemple, quand on rêve. Quand on rêve, vraisemblablement, on va se balader dans des vallées qui correspondent à des états mentaux auxquels on n'a pas accès d'habitude. Et là, tac, on les perçoit quelque part. Alors, il y a quand même à ce stade quelque chose qu'il faut dire en plus, c'est que ces attracteurs ne sont pas constitués n'importe comment. Donc on va refaire, vous rentrez chez vous en voiture ou à pied du métro, et puis, alors imaginons que vous êtes à la campagne, vous rentrez chez vous et vous voyez une petite bestiole qui traverse la route. Donc vous êtes, comme tout à l'heure, hein, on part en haut, on est dans une situation, on décroît dans le réseau d'attracteurs et vous voyez que c'est un chat. Donc vous êtes tombé dans l'attracteur chat. Tout le monde a vu une fois dans sa vie au moins un chat. Et donc les chats ont laissé une empreinte dans notre réseau d'attracteurs, il y a l'attracteur chat. Donc on reconnaît un chat. Mais si vous vous approchez, vous pouvez dire « Ah oui, mais c'est mon chat ». D'abord vous voyez que c'est un chat, après vous voyez que c'est mon chat. Ou alors, non, c'est pas mon chat, mais c'est le chat de Madame Primard, la voisine, etc. Et donc, ces attracteurs ont une structure hiérarchique, c'est-à-dire à l'intérieur de l'attracteur chat, il y a un sous-attracteur, mon chat, un sous-attracteur, le chat de Madame Primard, etc. Et même l'attracteur chat, il n'est pas très loin de l'attracteur félin, etc. Donc en fait, il y a... Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, nos souvenirs sont structurés de façon sémantique. Il y a des contiguïtés. Et c'est ce qui fait qu'aussi la mémoire d'un être humain, ça n'est pas que des choses qui sont stockées dans des cases disjointes. La mémoire humaine est profondément sémantique. Le sens ne peut pas vraiment être dissocié de la mémorisation. Et je suis sûr que s'il y a des enseignants ici, vous savez très bien que le sens ne peut pas vraiment être dissocié de la mémorisation. Alors, il y a autre chose qu'il faut remarquer là, c'est, vous voyez, il y a des mots. Je vous ai dit, j'ai vu, ah mais c'est un chat. C'est-à-dire non seulement je l'ai vu et j'ai reconnu cette silhouette du félin, mais en plus le mot est apparu. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très particulier chez l'être humain, c'est qu'en fait, chaque fois qu'il y a une perception, en écho quelque part, pas très loin, il y a des mots. Or, les mots sont quand même des objets très particuliers. Il y a eu une réduction de complexité considérable entre tous les objets que l'on voit, c'est-à-dire tous les chats qui existent, ils sont tous différents, un peu différents, etc., etc. Mais il y a un mot derrière qui s'appelle chat. Et donc ça a permis de réduire considérablement la complexité du matériel qui est stocké dans notre mémoire. Et ça a fait que les attracteurs chez l'être humain, vous voyez, ont une forme, ont une empreinte à la base qui est assez lisse. Alors bien sûr, quand on regarde au microscope, au-delà du mot chat, il y a plein de chats différents, donc il y a plein de micro-aspérités. Mais le langage a profondément structuré notre réseau d'attracteurs, et c'est pour ça, vous savez, que des auteurs ont dit que le langage structurait la pensée, c'est que forcément, quand on se souvient, quand on perçoit, si en permanence le langage résonne dans notre tête, ce langage structure les connaissances que nous acquérons. Alors, maintenant, j'en arrive, et je vais terminer là-dessus, à la question qui nous anime là, et alors le numérique. Alors bon, si le numérique c'est juste aller regarder sur Wikipédia 3 fois par jour, ça va faire pareil que si c'était un livre, ça ne va rien changer, absolument rien. Vous allez avoir accès à une autre information,
elle est sous forme textuelle, donc on va encore plus utiliser le langage, donc le langage va avoir un impact encore plus fort sur la structuration de notre pensée, et puis voilà. Alors néanmoins, là où ça devient plus compliqué, c'est si on va pas, si le numérique prend une place plus importante dans notre vie. Vous savez, à peu près, un adolescent moyen, en tout cas ce que je vois en consultation, combien de SMS ils envoient par jour? 300. Et les écrans? 300. Heureusement que c'est gratuit dans les forfaits. 300 SMS par jour. Donc 300, ça commence à faire beaucoup. Alors, extrapolons la courbe. Vous savez, il va y avoir les Google Glass, c'est-à-dire en permanence, quand vous allez arriver dans la salle, hein, comme tout à l'heure, il va y avoir un petit message, c'est la salle machin, c'est le style, je ne sais pas quoi, victorien, etc. L'histoire, c'est ça, etc. Si toutes les secondes, toutes les 3 secondes, vous avez une information issue d'un système numérique qui vient dans votre champ de vision et qui rentre dans votre cerveau, eh bien là, ça ne va plus être pareil. Là, ça va plus être pareil, c'est-à-dire ça va faire comme le langage. Le langage étant omniprésent dans notre vie, il a structuré notre pensée. Et si le numérique arrive comme ça dans notre cerveau en permanence, eh bien lui aussi, il va structurer notre pensée d'une certaine façon. Alors bien sûr, la question qui va se poser, c'est comment ça va changer notre relief énergétique, nos réseaux d'attracteurs. C'est que le langage a une forme, est un système symbolique avec une forme très particulière, la syntaxe, la grammaire, enfin tout ce que vous connaissez infiniment mieux que moi, c'était pas mon truc. Donc le langage a structuré notre pensée d'une certaine façon, il y a fort à penser que le numérique le structurera d'une autre façon. Par exemple avec des attracteurs, vous voyez, comme ça. Bon. Et donc, donc nous ne serons plus tout à fait les mêmes. Comme le langage a fait que nous ne sommes pas tout à fait les mêmes êtres vivants que nos ancêtres qui n'avaient pas de langage, si le numérique devient aussi présent dans notre vie que le langage l'est, alors ça sera encore une autre forme d'être humain. Mais il ne faut pas voir ça comme une agression, parce que ce qui se passe, c'est que le numérique s'adapte lui aussi à ça. C'est qu'en fait, regardez ce qu'était un ordinateur il y a 20 ans, c'était de la programmation en basique, c'est-à-dire c'était vraiment du numérique dur, quoi. Aujourd'hui, l'informatique, c'est des requêtes sur Google. En fait, quand vous faites une requête sur Google, vous faites de la programmation, quelque part, sans vous en rendre compte. Hein. Donc il va y avoir une espèce de coévolution du numérique et de la structure de notre pensée. Alors on peut se demander si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est une autre question. Merci pour votre attention.